En tant que responsable de l'assistance au projet pour le service d'assistance aux PME de la propriété intellectuelle, je tiens à vous remercier tous les participants d'avoir pris part à cette session. Aujourd'hui, vous allez apprendre les principales mises à jour du système OAPI et les principaux changements dans l'enregistrement des marques de l'accord de vente libre, illustré par une étude de cas montrant l'utilisation de la nouvelle procédure d'opposition de marque. C'est IP Advocate Afrique qui a organisé ce webinaire, un service gratuit de première ligne qui vise à mieux faire connaître la meilleure façon de protéger les actifs de propriété intellectuelle. Le projet est financé par la Commission européenne et mis en œuvre par l'OIPO dans le cadre du projet AFRIPI de coopération axée sur l'API dans les pays africains. Nous élaborons des renseignements en coopération avec un réseau d'avocats spécialisés en propriété intellectuelle exerçant dans différents pays africains afin de fournir des informations commerciales les plus pertinentes en faisant appel à des experts locaux tels que les intervenants que vous entendrez aujourd'hui, les conseils et des astuces sur la propriété africaine à travers euh, différentes possibilités. Vous, vous aurez également la possibilité d'avoir accès à des ressources en ligne. Quelques mots pour introduire nos intervenants que nous avons eu le plaisir d'entendre précédemment au mois de mai. Ils ont présenté un webinaire sur la protection douanière au Kenya. Ce sont des avocats spécialisés en propriété intellectuelle chez IP Advocate Africa, qui est basé sur l'île Maurice. Nous avons Nora Autonome, qui est spécialisée dans l'application des droits de la propriété intellectuelle. Elle a un doctorat de droit de l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Nous avons également Mario Schneid, fondateur et directeur d'API Advocate Africa, un cabinet d'avocats spécialisé dans la protection, la gestion et l'application des droits de propriété intellectuelle dans toute l'Afrique. Il aide les clients à mettre en place et à faire respecter leur stratégie en matière de propriété intellectuelle dans toute l'Afrique. Il est également co-auteur de la publication appelée Enforcement of Intellectual Property Rights in Africa, l'application des droits de la propriété intellectuelle en Afrique, siège au comité anti-contrefaçon de l'État, l'Observatoire de l'ONU et au comité anti-contrefaçon de l'État. Ils sont tous les deux les mieux placés pour nous donner des conseils pratiques pour les PME qui cherchent à protéger leurs marques dans la région de l'OAPI et savoir comment tirer le meilleur parti des mises à jour du système de propriété intellectuelle de l'OAPI. Vous savez qu'il a été mis à jour le 2 janvier dernier. Nous laissons donc la parole à Marius et à Nora qui vont partager leurs connaissances avec vous sur le sujet. Merci beaucoup, Alvaro. Merci de nous avoir invités à ce séminaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'OAPI et à l'écran, vous voyez en vert les pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous avons 17 pays membres, je ne vais pas les passer en revue, mais il s'agit notamment et surtout de pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Même s'il est vrai que les Comores ne se trouvent pas exactement en Afrique de l'Ouest, ils sont dans l'océan Indien entre le Mozambique et Madagascar. L'OAPI a donc un grand nombre d'États membres et jouit d'un certain pouvoir. Alors peut-être qu'il faudrait revenir rapidement sur ce qu'est l'OAPI. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Donc, il s'agit d'un acronyme, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'OAPI a une longue histoire car le premier traité date de 1962. À l'époque, nous avions une union entre 12 bureaux de la propriété intellectuelle ainsi que le bureau malgache de la propriété intellectuelle. Et ensuite, la création de l'OAPI telle que nous le connaissons aujourd'hui a été créée en 1977.
Nous pourrions peut-être comparer le titre de propriété intellectuelle unitaire de l'OAPI à celui de l'Union européenne, à cela près que dans l'Union européenne, nous avons un système unitaire, tandis que l'OAPI a un système unitaire pour tous les droits de la propriété intellectuelle, les dessins et modèles, non commerciaux, marques, modèles d'utilité, etc. Il dispose également de pratiques de concurrence et de non commerciaux unifiés. Pour finir cette petite introduction, nous avons en Afrique un deuxième système, le système ARIPO, qui recouvre notamment et surtout les pays anglophones de l'Afrique orientale. Il ne s'agit pas en revanche d'un système de droit unitaire. Il s'agit plutôt d'un système où les les demandeurs peuvent choisir les pays dans lesquels ils souhaitent protéger leurs droits de propriété intellectuelle. Donc, si vous voulez, c'est comme un mini-système de Madrid, si vous me permettez ce type de langage. Donc, ça, c'était pour planter le décor général. Nous allons maintenant observer les différents changements qui ont lieu. Voilà, donc nous allons parler de l'accord de Bangui. Il s'agit d'un cadre juridique qui couvre les droits de la propriété intellectuelle et des pays dans tous les États membres. Aujourd'hui, nous allons parler des récentes dispositions. L'accord de Bangui a été révisé par deux fois. La première fois, fin 1999, et la deuxième les deuxièmes modifications ont débuté en décembre 2007 et l'acte de Bamako a donc ensuite enregistré ces changements. Mais ce n'est que le 14 novembre 2020 que l'on retrouve l'accord de Bangui révisé et c'est à ce moment-là que différentes annexes sont entrées en vigueur. L'annexe 6 sur les indications géographiques, le 7 sur les droits d'auteur, le 8 sur la protection contre la concurrence déloyale et le 10 sur les protections des obtentions végétales. Ensuite, le 1er janvier 2022, nous avons les annexes 3 sur les marques, 4 sur les dessins ou modèles industriels et 5 sur les non commerciaux. Quelques mots maintenant sur les différents changements qui ont été apportés, notamment les changements qui s'appliquent à tous les droits de la propriété intellectuelle. Nous avons tout d'abord la possibilité de résoudre les litiges liés à la propriété intellectuelle grâce à l'arbitrage et la médiation. Alors, vous savez, et nous avons une tendance tout à fait similaire en Europe. Il s'agit donc d'une évolution entre guillemets normale, car nous avons pu nous apercevoir au cours des années que les litiges liés à la propriété intellectuelle prennent beaucoup de temps, dont les tribunaux consomment tant des ressources que du temps, justement, et qu'il était grand temps de trouver un moyen de résoudre ces litiges grâce à à la médiation et à l'arbitrage. Vous savez qu'il n'y a jamais vraiment de gagnant, de perdant. Il y a ceux qui avaient les droits devant les autres. Et donc, il est toujours finalement très judicieux de pouvoir s'asseoir ensemble autour d'une table et d'essayer de résoudre le problème à l'amiable. Donc ça, c'est l'un des premiers grands changements qui s'appliquent à tous les droits. Pour l'instant, il est vrai que cette disposition n'est pas encore opérationnelle, mais cela ne devrait tarder quelques mois au plus. Autre changement important, il est désormais possible d'avoir une copropriété de la titre de propriété intellectuelle. J'avoue que cela m'a surpris parce que ce n'est pas la première fois que nous avons des droits de propriété intellectuelle qui ont deux propriétaires, des personnes ou des sociétés. Mais cela est maintenant officiel, si vous voulez, et dispose de son propre cadre juridique. C'est une excellente nouvelle.
Autre excellente nouvelle, le dépôt électronique des demandes de tous les droits de propriété intellectuelle est enfin disponible. Aujourd'hui, vous l'avez pour les marques et les dessins et modèles industriels et depuis donc le 1er janvier de cette année. Et je vous avoue que c'est un développement fort positif dans la mesure où jusqu'à il y a très peu de temps, il fallait déposer une demande sur papier. Or, nous savons que le papier est très certainement plus fragile qu'une base de données électronique. En Afrique, nous avons encore un grand nombre de pays qui ne disposent que de registres papier et non pas électroniques. Et ces registres papier sont extrêmement fragiles si l'on pense aux différents aléas climatiques, aux problèmes au niveau de la sécurité civile, etc. Donc, maintenant, comme je vous le disais, le dépôt de demande est faisable en ligne de manière électronique pour tous les droits de la propriété intellectuelle. Donc, il faut féliciter loi pour cela. Autre changement qui s'applique à tous les droits de la propriété intellectuelle, nous avons maintenant un système d'épuisement international des droits. Cela signifie que un commerçant peut importer des biens d'un autre pays et les propriétaires des droits ne peuvent objecter. Cela est une excellente nouvelle pour les consommateurs car cela fait baisser les prix d'un certain nombre de biens. L'épuisement international des droits a été créé en faveur des consommateurs, justement. Donc, une fois de plus, il faut ici féliciter l'OAPI pour cette nouvelle disposition. Autre changement que je souhaiterais souligner est celui de la procédure d'opposition inter partes, qui est maintenant possible avant l'enregistrement, donc avant l'enregistrement de la marque. Nous allons y revenir dans quelques instants, mais et surtout lorsque nous observerons le cas d'étude, mais auparavant, la procédure d'opposition avait lieu après l'enregistrement. Et donc, ce n'est qu'après l'enregistrement qu'il était possible de faire opposition. Et cela avait conduit à de nombreuses contentions parce que les marques étaient déjà dans le registre et donc les procédures d'opposition pouvaient durer ad vitam aeternam, ce qui a bien souvent conduit justement à des problèmes parce que les contrefaiseurs pouvaient continuer à jouir des droits de la marque contrefaite parce que ils en avaient le temps finalement. Et donc maintenant, les publications des demandes ont lieu à un moment différent, ce qui permet aux oppositions d'être formées avant l'enregistrement de la propriété intellectuelle. Alors, les mécanismes anti-contrefaçon ont été renforcés dans cette nouvelle version. Nous avons maintenant des mesures aux frontières qui sont possibles au niveau national pour toutes les marchandises contrefaites. L'OAPI doit maintenant appliquer un système où les douanes peuvent justement appliquer les droits de la propriété intellectuelle. C'est une excellente nouvelle parce que jusqu'à présent, cela n'était pas opérationnel d'une manière efficace, telle que, si vous me le permettez, nous l'avons en Europe. Dans les pays de l'OAPI, il n'y avait pas encore cette possibilité. Nous avions des protocoles d'entente qui pouvaient être signés avec des clients, etc. Mais
Et il est vrai qu'en Amérique du Nord et dans l'Union européenne, il y a des systèmes qui fonctionnent très bien au niveau des douanes et je suis ravie de pouvoir constater que l'OAPI les a mis en place également. Il y a des sanctions plus importantes, des amendes et surtout des réglementations plus sévères dans la détermination des dommages et intérêts. Euh, une fois de plus, une excellente nouvelle et je m'attends à voir un, un certain mouvement à ce niveau au cours des prochaines années, ce qui aura pour conséquence un renforcement des droits de la propriété intellectuelle. En outre, maintenant, il est possible d'avoir une saisie contrefaçon, notamment en matière d'obtention végétale. Cela permet aux titulaires des droits de donner des informations sur les activités de contrefaçon, ce qui, une fois de plus, renforcera les droits du détenteur, du titulaire, pardon, des droits. Il y aura donc la possibilité de produire des informations, des documents qui déterminent l'origine et les voies de distribution. Alors, c'est assez vague, mais heureusement pour les brevets et les modèles d'utilité, c'est plus clair parce que il est possible dans ce cas d'avoir le nom et l'adresse du producteur, des fabricants, fournisseurs, grossistes, la quantité traitée et les prix obtenus. Donc, donc sur ces informations, dans la procédure de saisie contrefaçon est extrêmement détaillée pour les brevets et les modèles d'utilité. Mais c'est une bonne nouvelle également pour les titulaires de marque qui peuvent désormais demander des informations sur les origines de produits. Donc, là, bien entendu, il y aura une question d'interprétation, mais nous espérons que nous disposerons d'une approche unifiée qui ira dans cette direction. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour les mesures qui s'appliquent à tous les droits. Pour ma part, je vous parlerai de l'annexe 3 qui porte sur les marques de produits ou de services. Donc, une demande d'enregistrement peut être faite pour une marque. Alors, à l'OAPI, auparavant, si vous aviez une marque que vous souhaitiez enregistrer pour le bien et service en même temps, vous ne pouviez juste vous contenter d'une seule demande. Vous deviez avoir une demande pour une marque pour le bien et une demande pour le service. Donc maintenant, pour produits et services, il vous suffit de faire une seule demande. C'est, je l'avoue, plus sensé parce que si vous faites une demande internationale, par exemple, vous pouvez inclure les produits et les services dans votre enregistrement, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas possible à l'OAPI. Donc, à mon avis, cela rend les choses beaucoup plus claires, plus simples d'avoir une approche uniforme au niveau de l'ensemble des pays OAPI. Nous n'avons plus la distinction entre les marques couleur et noir et blanc. Alors, il faut voir ce qui se passait auparavant. Avant, s'il y avait des suppléments, si vous aviez une marque de couleur et nous n'avons plus de suppléments maintenant, ces taxes de dépôt seront les mêmes pour les deux types de marques. D'ailleurs, ces taxes de défaut ont été réduites de 20 à 30%. Cela dépend si les marques sont en noir et blanc ou en couleur. Et maintenant, si vous avez une petite erreur, une petite faute de frappe, par exemple, au moment de la demande, vous pouvez la rectifier gratuitement à vos pays. Il y a également davantage de types de marques qui peuvent être enregistrées. Nous avons maintenant
des marques sonores, comme les phrases musicales ou des sons, et également des marques de série. Alors ici, je m'explique. Il s'agit Ce sont des marques qui sont différentes, mais qui ont un certain nombre de points et d'éléments communs. Donc, on peut les considérer comme de la même famille de marques. Un exemple, vous avez une marque pour des bouteilles d'eau. Vous voulez utiliser pour de l'eau pétillante en vert et en bleu pour l'eau plate. Eh bien, vous pouvez l'enregistrer en tant que marque de série. Et vous avez un produit qui est généralement en bleu, mais maintenant vous lancez la version bio de ce produit et vous voulez utiliser le vert pour justement montrer que c'est bio. Même cas. Ou si vous avez une petite mascotte dessinée pour votre produit, vous pouvez utiliser votre petit dessin en différentes positions. Cela aussi constitue une marque de série. Troisième nouveau type de marque, la marque collective de certification. Alors, c'est un petit peu compliqué de comprendre s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de certification. Alors, il s'agit avant tout ici d'une marque de certification. Alors, ce qui a eu lieu ici, c'est qu'auparavant, à l'OEPO, il n'était possible que d'enregistrer des marques collectives. Et dans la pratique, si vous aviez une marque de certification qui correspondait plus ou moins au cadre des marques collectives, eh bien, l'OAPI vous aurez enregistré la marque de certification en tant que marque collective. Et maintenant, nous avons créé cette marque collective de certification pour pouvoir enregistrer les marques de certification. Alors, nous savons que cela signifie finalement marque de certification parce que dans le manuel, le mode d'emploi, si vous voulez, qui arrive, nous avons les marques collectives et les marques collectives de certification. Mais il est vrai que le nom aurait sans doute gagné à être un petit peu plus clair, mais les choses finalement le sont dans les textes. Toujours pour ce qui est des changements en termes de marque. Alors, toujours par rapport à ce qui était en vigueur auparavant. Alors, d'abord, l'OAPI, si vous aviez demandé un signe, l'OAPI devait uniquement vérifier que le signe appliqué était conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs et qu'il ne contenait pas de signe officiel d'un État ou d'une organisation intergouvernementale, sauf autorisation de l'État ou de l'organisation concernée. Désormais, l'OAPI va vérifier nettement plus de conditions. Donc, qui sont les suivantes. Est-ce qu'il remplit ses fonctions d'attribution? Est-ce qu'il n'est pas descriptif? Est-ce qu'il montre l'origine commerciale de la marque? Donc nous allons nous pencher sur cela, nous allons vous pencher sur votre marque. Si elle peut tromper le public, il faut également vérifier que la marque ne reproduise des mythes ou ne contient un nom commun, qu'elle ne reproduit, n'imite ou ne contient un nom international non exclusif. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, il peut s'agir de noms de substances pharmaceutiques comme le paracétamol, qui est un nom international non exclusif. Donc, on ne peut pas enregistrer paracétamol auprès de l'OAPI. On ne peut pas reproduire, imiter euh, ou avoir une marque qui contient des éléments d'une IG. Merci Nora, c'était très clair. Alors j'en ai déjà parlé. Il s'agit d'un changement important, donc il faut en parler à nouveau, en particulier pour les marques. Alors, d'un point de vue formel, eh bien, la publication a lieu après l'enregistrement. Donc, les marques sont publiées après l'enregistrement et il y a une période d'opposition de 6 mois. Alors, quel est le problème? Les titulaires de droits antérieurs n'étaient mis au courant de
demandes de marques conflictuelles à des moments où elles étaient déjà enregistrées. Donc ce qui donne lieu à un véritable problème, car les atteintes sont donc protégées en quelque sorte par un enregistrement. Donc nous allons en parler dans l'exemple pratique. Alors la nouvelle procédure qui a été adoptée en raison de la pression exercée par des titulaires de droit est la suivante. La publication aura lieu à peu près 2 mois après le dépôt d'une demande de marque. Donc cela signifie que pendant la période, il y aura une période d'examen de cette, demande de marque et pendant cette période, donc l'OAPI examinera la marque et il y a une période d'opposition de 3 mois. Donc le système se rapproche, du système européen désormais. Les marques peuvent, donc faire l'objet d'une opposition avant d'être enregistrées, c'est une bonne nouvelle. Auparavant, lorsque une atteinte était perpétrée et que l'on voulait, heu, poursuivre un une atteinte ou une contrefaçon, eh bien, il fallait, pouvoir organiser, une saisie de contrefaçon et donc il fallait pour cela un certificat de non-annulation ou de non-radiation et cela a pris quelques semaines car, il faut, déposer une demande auprès de l'OAPI, puis il faut pouvoir obtenir le document original. C'est seulement après que vous pouvez intenter une action juridique, mais cela n'a pas de sens car vous voulez pouvoir poursuivre, une personne responsable d'une atteinte immédiatement. Donc cette exigence, heu, n'existe désormais plus. Il n'est plus nécessaire d'obtenir, ce certificat de non-annulation ou ce certificat ou cet autre certificat pour pouvoir intenter une action en justice. Alors, il y a un autre point intéressant. Il est possible de lutter, contre une atteinte en se fondant sur, une demande de marque. Alors, si un acte a été rédigé avant, eh bien, on ne peut pas, considérer qu'il y a atteinte avant la publication de l'enregistrement. Mais une fois que on peut poursuivre une atteinte si elle est réalisée après l'enregistrement de la publication. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez vous tourner vers la personne qui est responsable de l'atteinte et vous pouvez lui dire, voici la copie de mon enregistrement. Ce que vous faites est une atteinte à l'API, donc vous pouvez vous poursuivre quelqu'un en justice. Mais une cour nationale ne se prononcera pas en la matière tant que la publication de l'enregistrement n'a pas été faite par l'OAPI. Si vous n'aviez pas pensé à enregistrer votre marque précédemment, mais que vous constatez une atteinte, eh bien, ce nouveau système vous permet de lutter contre cette potentielle atteinte et vous pouvez notifier la personne et peut-être que cela peut entraver son action. Alors, il y a un changement principal qui va être adopté pour les IG, les indications géographiques. Alors, qu'est-ce qu'une IG? Une IG est un signe qui permet de reconnaître un produit qui témoigne d'une qualité ou d'une caractéristique spécifique qui se fonde sur sa géographie.
Alors, les IG existent depuis longtemps. En 1977, Marius le disait, il y avait des appellations d'origine. Et c'est en 1999 que les IG ont réellement été consacrés. Alors peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais la première IG qui a été enregistrée auprès de l'OAPI l'a été en 2006. Il s'agissait de Champagne, mais la première IG enregistrée auprès de l'OAPI qui vient de la région de l'OAPI, c'était en 2013 et c'était du poivre du Kenya. Mais il y a de plus en plus d'IG qui affluent et l'une des principales innovations qui a été mise en œuvre par le biais des amendements récents est la suivante. Vous pouvez désormais avoir une IG qui est reconnue pour un ou plusieurs États membres. Aussi, ne devez-vous pas vous limiter à une région particulière. Bon, c'est souvent le cas pour des IG. Elles sont limitées à une région spécifique, mais désormais, vous pouvez avoir une IG transfrontalière et qui peut être parfois euh, euh, demandée par plusieurs pays. Donc, vous pouvez avoir en Afrique souvent une même ethnie, une même communauté qui chevauche une frontière. Et donc, ce changement mis en œuvre par l'OAPI reflète en réalité les circonstances particulières du continent africain. Il est excellent que l'OAPI s'est penché sur la situation du continent et a fait adopter un amendement qui était en réalité assez rare pour une IG. Mais cet amendement prend réellement en compte les besoins et la situation sur le terrain dans la région de l'OAPI. Alors passons maintenant aux droits d'auteur. Auparavant, vous aviez une annexe, des règles. Dans cette annexe, c'était considéré comme un système commun. Ce n'étaient que des règles indicatives. De façon intéressante, bien, on a déjà parlé de marque ici. Si vous vous rendez dans un pays de l'OAPI, vous constaterez qu'ils n'ont pas de législation nationale relative aux marques et ils appliquent l'annexe de l'OAPI. Mais si vous vous penchez sur les droits d'auteur, vous constaterez que la plupart des États membres de l'OAPI disposaient de leur propre cadre juridique national. L'annexe n'était qu'une qu'une sorte de projet de loi pour le droit d'auteur. Mais maintenant, il y a un cadre normatif minimal. Cela signifie que les États membres doivent au moins adopter ce qui figure dans l'annexe 7, plutôt que d'avoir simplement des normes qui n'étaient qu'indicatives. Cela signifie que tout pays qui dispose d'une loi ou d'une disposition qui ne va pas aussi loin que l'annexe 7, eh bien, ce ne sera plus appliqué. Il faut qu'à minima, les dispositions de l'annexe 7 s'appliquent dans le pays. Il s'agit ici de simplifier la situation. Le droit d'auteur était le seul droit de l'API qui n'avait pas été complètement harmonisé. Et désormais, nous avons ces exigences minimales, ce cadre normatif minimal pour les droits d'auteur, donc on sait à quoi s'attendre dans les différents États membres. Bon, c'est excellent. Et pour nos amis européens, on peut considérer que c'est une directive d'harmonisation. Vous le savez, en Europe, euh, il y a une harmonisation des droits de l'API. Alors c'est super de voir que l'Afrique est un véritable pionnier. Le système de l'OAPI s'applique à davantage de droits, mais il peut continuer à évoluer, à être mis à jour. Et ça, c'est excellent de constater cela. Alors, c'est la fin de notre présentation. Nous avons préparé une brève étude de cas. Cette brève étude de cas se concentre sur un problème que je vous ai expliqué qui avait trait à une opposition post-registration dans le cadre du système précédent. Donc, nous
n'avons pas inventé une affaire, c'est une véritable affaire. Si vous avez accès à la jurisprudence de l'OAPI, vous pouvez lire beaucoup à ce propos. Donc, il y a l'entreprise A qui avait enregistré la marque textuelle Drink au Pop, donc, le 2 février 1990, pour des laits parfumés au sein de l'OAPI. Et donc, ces produits étaient commercialisés dans la région de l'OAPI. Donc, c'était une marque attrayante, pardon. Donc, beaucoup de personnes ont tenté d'imiter cette marque verbale. Donc, il y a eu le Pop Drink. Cette marque a été publiée également pour des laits parfumés. Donc, l'entreprise a pu s'opposer à l'enregistrement de la marque Pop Drink. Euh, C'était un individu, une entreprise qui avait tenté de déposer cette marque et ils ont réussi à obtenir cette opposition en raison d'une marque antérieure. Mais Monsieur X voulait poursuivre, évidemment. Alors, le problème est le suivant. Alors, il y a une opposition couronnée de succès. Étant donné qu'il n'y a pas de procédure d'examen des motifs relatifs, eh bien, quelqu'un peut simplement tenter d'enregistrer la marque à nouveau et le titulaire de la marque ne sera mis au courant de cette demande que lorsqu'il y a publication. Donc, c'est évidemment un problème. Et ça, c'est une véritable affaire. Donc, l'entreprise A s'est à nouveau opposée à la demande d'enregistrement de la marque Pop Drink dans le cadre de l'OAPI. En parallèle, ils ont également lancé une procédure en atteinte dans 2 autres pays africains. Donc le problème avec cette procédure d'opposition, comme je l'ai dit, c'est eh bien qu'elle prenne du temps. Et au niveau de l'OAPI, eh bien, il faut que le directeur général prenne une décision en première instance. Et cela prend environ 1 an. Puis il y a le demandeur qui peut interjeter appel. Puis dans ce cas-là, c'est la commission supérieure de recours qui doit se prononcer. Cela prend au moins 1 an. Une marque qui fait l'objet d'une opposition et qui est considérée comme étant une atteinte est en réalité enregistrée pendant un certain temps. Donc c'est un problème en théorie, mais aussi lorsqu'on se penche sur les procédures en atteinte, eh bien on voit que c'est un problème car on a pu voir au Niger que le juge a ordonné une saisie de contrefaçon et cette saisie de contrefaçon a été mise en œuvre pour les produits Pop Drink, mais ensuite le titulaire de la marque Pop Drink a interjeté une opposition de tierce partie donc le juge va euh, 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 ordonner la saisie, mais s'il y a une opposition de tierce partie, comme l'a fait le titulaire de la marque, et en raison de cette opposition de tierce partie, eh bien le juge a ordonné une main levée et donc a annulé l'ordre de saisie car la marque était enregistrée. Mais ça, c'est un enregistrement de mauvaise foi car c'est la deuxième fois que M. X déposait cette marque. Oui, ça a donné lieu à une situation similaire au Togo où il y a eu une procédure en atteinte et le juge a fait valoir qu'il n'était pas possible d'intenter une action en justice contre
la personne qui réalise une atteinte, car elle dispose d'un enregistrement de marque. Donc cela a donné lieu à des situations difficiles. Dans le cadre de Drinkopop, eh bien, il y a eu une adaptation du système par l'OAPI, donc nous n'avons pas besoin de l'expliquer à nouveau. C'est désormais un système pour lequel il y aura un examen substantiel. L'OAPI peut se pencher sur un éventuel enregistrement répété d'une marque, et s'il y a un enregistrement qui est réalisé plusieurs fois, eh bien, l'OAPI peut refuser l'enregistrement de la marque. S'il constate cela, il y a également maintenant une procédure d'opposition qui permettra aux titulaires de droit d'avoir connaissance d'une demande de marque dès qu'elle est déposée et avant qu'elle soit publiée. Un peu comme au sein de l'UE, lorsque quelqu'un dépose une demande, eh bien, on peut avoir accès à cette information dès le premier jour du dépôt. Donc, c'est une excellente nouvelle. Cela sera beaucoup plus facile à lutter contre les atteintes. Voici pour l'étude de cas. Nous allons maintenant prendre vos questions, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très informative. Cela nous permet de tirer parti du système de l'OAPI et de son amendement qui se concentre sur les marques. Je suis certain que le public va apprécier les connaissances que vous avez partagées avec nous. Alors, je veux passer aux questions que nous avons déjà reçues sur ce sujet. Donc, je vais vous poser une première question. Une indication géographique étrangère peut-elle être déclarée auprès de l'API? Oui, vous pouvez le faire. Si vous êtes un titulaire de droit étranger et que vous voulez enregistrer votre IG étrangère auprès de l'OAPI, cela est possible, mais cela ne s'applique que sur les marchandises traditionnelles, donc spiritueux, boissons, aliments, mais également produits artisanaux. Si vous êtes titulaire de droit et que vous voulez enregistrer votre marque auprès de l'OAPI, eh bien, vous devez avoir une IG qui est déjà enregistrée dans votre pays d'origine pour vous enregistrer auprès de l'OAPI. Il faut faire en sorte, il faut également que l'IG soit utilisée dans votre pays d'origine et qu'elle demeure d'actualité avant que vous vous tourniez vers l'OAPI. Puis il y a les taxes de dépôt et les formulaires à remplir, etc., etc. Bon, vous le savez, les IG sont des sujets très pertinents actuellement. Et il y a un projet avec Afripi pour lequel nous avançons beaucoup et c'est celui-ci. Je vais maintenant passer à la deuxième question. La production du certificat de non-annulation ou de non-déchéance est nécessaire. Cela n'est plus nécessaire. Cela signifie qu'il n'existe plus ces certificats? Non, vous n'avez plus besoin de produire ces certificats, mais ils existent encore. Personne n'empêchera le, le défendeur de réclamer ce certificat de non-déchéance ou de non-annulation, mais parfois, ces certificats eh bien, prenaient plusieurs semaines à être obtenus, mais maintenant, vous pouvez aller plus rapidement et vous n'avez pas besoin des certificats directement, mais les certificats existeront toujours et ils seront toujours publiés. Bon, c'est dommage que personne n'ait eu le courage de les supprimer intégralement et de se baser sur des extraits enregistrés. Cela fonctionne ainsi en Europe. Si en Europe, eh bien, le titulaire de droit va imprimer une base de données. Et si quelqu'un doute de la base de données, si le juge ou l'autre partie en doute,
eh bien, il suffit d'aller en ligne et de chercher l'information soi-même. Donc, c'est un système suffisamment bon. C'est dommage qu'on ne soit pas allé aussi loin. D'autant plus que le registre est désormais en ligne et accessible à tous. Bon, c'est dommage, mais bon, on pourra toujours changer les choses. Dernière question. Alors, on a dépassé le temps qui nous est imparti. Qui peut être concerné par une recherche d'information? Alors, le défendeur, la personne que l'on soupçonne d'avoir commis une atteinte, mais également ceux qui sont en possession de marchandises contrefaites ou qui met en œuvre une procédure d'atteinte ou qui utilise des services utilisés par les contrefacteurs. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est impliqué dans la fabrication, la transportation, le transport, pardon. Et donc, tout cela peuvent être considérés comme cible d'une recherche pour information. Donc oui, tous les intermédiaires, comme en Europe, en fait. Merci beaucoup. Alors, je veux tous vous inviter à vous tourner vers la page web de IP Vocat Africa et de consulter notre fiche d'information à ce propos. Il y en a beaucoup d'autres et vous pouvez également suivre le site web de l'Afripi où vous avez beaucoup d'informations. Vous avez beaucoup d'informations sur Twitter, Facebook et LinkedIn également sur l'API du continent africain. Puis il y a des points importants comme celui-ci et tout ce qui a trait à la protection de l'API dans la région. Nous ferons également la promotion de nos futurs webinaires en la matière. Et pour finir, je veux vous remercier tous les participants et Marius et Nora. Merci beaucoup pour votre expertise et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Merci, au revoir. Bye bye. Thank you. Goodbye.